qui doivent faire penser à une maladie de Charcot-Marie-Tooth? Effectivement, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est la maladie neuromusculaire la plus fréquente parmi toutes les maladies neuromusculaires. Et donc, elle doit être connue du grand public et bien sûr des patients qui pourraient venir consulter. Comment se manifeste-t-elle? C'est une maladie héréditaire. Donc, il y a une notion souvent d'hérédité, de famille ou d'ascendants qui sont atteints. Atteints par quoi? Par une faiblesse musculaire, notamment des jambes, qui se manifeste les chutes. Ça démarre souvent très tôt dans la vie, même si les symptômes semblent être apparus par sous forme de manifestation de chute depuis quelques mois. Souvent, il y a quelque chose qui s'est manifesté très tôt dans la vie, sous forme d'un pied creux, d'un pied opéré, d'une scoliose, des entorses à répétition, d'une marche longtemps sur la pointe des pieds, au-delà de ce que voudrait l'âge normal chez un petit enfant, des rétractions des tendons d'Achille. Donc, puis progressivement, il va y avoir une faiblesse, notamment des muscles qui relèvent le pied, ce qu'on appelle les releveurs, qui va donner lieu au fil du temps, chez certains, pas chez tous, à ce qu'on appelle un stépage, c'est-à-dire une marche qui va un petit peu claquer comme ça parce qu'on a du mal à relever les pieds. Alors, comme on a du mal à relever les pieds, on bute sur les trottoirs, on bute sur les cailloux et on tombe. Il s'y associe également des troubles de la sensibilité parce que la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est une neuropathie sensitivo-motrice. Donc, souvent, il y a des engourdissements, on sent pas bien ses pieds, on a des problèmes d'équilibre. Et donc, effectivement, ça peut être également un signe d'appel, ces problèmes d'équilibre. Donc, c'est finalement la maladie la plus fréquente, je veux dire la forme la plus fréquente, parce qu'il y a beaucoup de formes dans les maladies de Charcot-Marie-Tooth. Il y a des formes qui sont beaucoup plus sévères, mais dans la forme la plus fréquente, on va dire, qui est la plus commune, c'est cette atteinte des muscles des extrémités, donc des muscles releveurs des pieds, des muscles extenseurs des pieds, puis ensuite des mains. Les mains sont également faibles, difficulté à ouvrir les bocaux, difficulté à tourner la clé dans la serrure, difficulté à maintenir des petits objets, une aiguille, etc. Difficulté à écrire pour les enfants à l'école, ce qui fait qu'on leur donne souvent un tiers-temps supplémentaire pour pouvoir faire leurs devoirs et leurs écritures. Donc, il y a parfois également un petit tremblement des mains qui accompagne cette maladie. Donc, voilà. Donc, ce sont des manifestations sensitives au second plan, mais également motrices, qui entraînent cette faiblesse musculaire, comme on dit, distale. Distale, ça veut dire les muscles des extrémités, les mains, les pieds et les jambes. Voilà. La maladie, globalement, dans la forme la plus fréquente, les patients restent ambulatoires, même s'ils ont besoin de canne parfois à un certain âge ou d'un déambulateur. Mais j'insiste encore, il y a d'autres formes de maladie de Charcot-Marie-Tooth qui peuvent être plus marquées, avec une atteinte des muscles plutôt, comme on appelle proximaux, c'est-à-dire les muscles, par exemple, fessiers, quadriceps, etc., des difficultés à se relever, et parfois, pour certains, la nécessité d'usage du fauteuil roulant. Donc, c'est une maladie extrêmement diverse, mais effectivement, je pense qu'il faut en faire une présentation clinique d'une maladie quand même qui est assez répandue parmi toutes les maladies musculaires. Important pour reconstituer l'histoire de l'enfance avec cette histoire de scoliose, de pieds creux, de pieds opérés, etc. Une fois qu'on a regardé le patient et qu'on a vu qu'il y avait cette faiblesse musculaire et des troubles sensitifs, par exemple, distaux, il faut le confirmer. Il faut le confirmer. Souvent, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, quand le médecin tape les réflexes, vous savez, les réflexes avec un marteau, souvent, il n'y en a pas. Et parfois, les patients me disent même, c'est vrai que quand j'étais jeune, on s'amusait à faire ça et moi, j'en avais pas. Alors, on disait que, tiens, c'est bizarre, tu n'en as pas. Voilà. Alors, il peut y avoir effectivement quelques maladies de Charcot-Marie-Tooth qui conservent les réflexes, ce n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire, mais souvent il y a effectivement une faiblesse ou voire une abolition, ça veut dire l'absence de réflexe, notamment vous savez quand on tape sur le genou, normalement le pied, la jambe se redresse. Comment le confirmer? Il faut ce qu'on appelle faire un électromyogramme, un électroneuromyogramme, où on va mesurer la conduction des nerfs moteurs, la conduction des nerfs sensitifs, et on va piquer avec une petite aiguille pour écouter les muscles. Et tout cela, c'est conjonction de ces trois types d'examens, mais qui sont réunis dans une même session, ces trois types d'informations vont nous permettre de dire qu'il s'agit d'une neuropathie atteinte des nerfs, donc des nerfs périphériques sensitivo-motrices. L'atteinte est sensitive également motrice, souvent des 4 membres. Alors l'atteinte sensitive, elle est souvent assez marquée en électromyogramme. Souvent, on a des choses très importantes, avec des diminutions très importantes par rapport aux normes de ces valeurs de la sensibilité. Et pourtant, le patient a une plainte plutôt modérée sur ce versant-là. Pourquoi? Parce que la maladie est démarrée très très tôt dans la vie et finalement, il y a eu une certaine accoutumance aux symptômes, une certaine finalement plasticité qui s'est mise en place et il y a eu des phénomènes de compensation. Donc, l'électromyogramme est vraiment très important. Il va permettre de préciser qu'il s'agit bien d'une neuropathie sensitive-motrice. Souvent, on a parfois quelques signes de chronicité, ça veut dire quelque chose qui est très ancien sur l'électromyogramme.
Et puis, il va permettre de définir le type de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Parce qu'il y a des formes qu'on dit atteintes de la gaine de myéline, c'est-à-dire l'enveloppe lunaire, atteinte plutôt des fils électriques à l'intérieur, ce qu'on appelle l'atteinte axonale, et d'autres formes qui sont un petit peu intermédiaires, qui associent les deux. Donc, c'est important déjà de voir sur l'électromyogramme quelle est la forme en cause pour pouvoir orienter au mieux les analyses génétiques ou aujourd'hui plutôt les interpréter. Parce qu'aujourd'hui, les analyses génétiques ne concernent pas seulement un seul gène, rarement un seul gène, sauf dans la forme la plus fréquente, dont on parlera, mais souvent ça intègre plusieurs gènes qui sont étudiés et il est très important donc de pouvoir faire correspondre ce qu'on trouve sur l'examen clinique, ce qu'on trouve sur l'examen électroneuromyographique avec ce que nous rend comme résultat le généticien suite à ces examens génétiques. Voilà, donc l'électromyogramme est la clé vraiment du diagnostic. Aujourd'hui, on ne fait quasiment plus de biopsie neuromusculaire, c'est-à-dire on enlève un nerf. Cette biopsie neuromusculaire ne se justifie que s'il y a des atypies. Ça veut dire quelque chose qui nous fait dire que ce n'est pas une maladie de Charcot-Marie-Tooth, quelque chose qui évolue vite, quelque chose qui s'aggrave, une neuropathie qui s'aggrave vite dans le temps, dans les mois qui suivent. Ça, c'est pas du tout typique pour une maladie de Charcot-Marie-Tooth et ça doit faire revoir le diagnostic sur une autre maladie. Alors, dans ces cas-là, il peut y avoir ce qu'on appelle une biopsie neuromusculaire. Mais dans les formes classiques, les formes chroniques, il n'y a pas d'indication aujourd'hui à faire la biopsie neuromusculaire, sauf pour des formes dites atypiques qui ne sont plus finalement des maladies de Charcot-Marie-Tooth, qui sont d'autres maladies, parfois héréditaires, parfois graves. Si on se place chez quelqu'un d'adulte, d'âge mûr par exemple, c'est des maladies acquises. Des maladies acquises, ce sont des maladies qui n'ont rien à voir avec l'hérédité, un diabète, une insuffisance rénale chronique, etc., d'autres maladies hématologiques. Bon, il y a pas mal de maladies. Il est très important de faire un petit bilan biologique de débrouillage. Bon, parfois c'est assez typique, je veux dire, mais dans les formes qui sont peut-être moins typiques, où il y a un pied creux moins prononcé, où les choses semblent, d'après le patient, avoir débuté il y a un an, même si peut-être on a une petite histoire de scoliose avant, il est important de faire un petit bilan biologique pour éliminer toutes les maladies dites acquises, diabète, ce qu'on appelle des maladies qui peuvent de l'insuffisance rénale, des maladies métaboliques, etc. On fait un petit bilan biologique de base pour éviter qu'il y ait des maladies de cet ordre-là sur lesquelles on passe à côté, qui peuvent prendre le masque de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. La maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est souvent un pied creux, évidemment. Le pied plat peut exister, bien entendu, mais c'est souvent un pied creux, des orteils en griffe, etc. Tout pied creux n'est pas maladie de Charcot-Marie-Tooth, évidemment. Il y a beaucoup d'autres maladies héréditaires qui donnent des pieds creux et qui ne sont pas la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et en premier lieu, chez l'enfant ou chez l'adolescent, je citerai une maladie qui est parfois confondue malheureusement avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth, mais qui a une autre, par exemple, implication au niveau diagnostic et suivi, c'est ce qu'on appelle l'ataxie de Friedreich. L'ataxie de Friedreich, effectivement, on se manifeste par ce pied creux, des troubles de l'équilibre, évidemment, et parfois des réflexes qui sont normalement très vifs, mais qui peuvent être également faibles chez certains. Et là, l'électroneuromyogramme que je citais tout à l'heure est capital, car dans ce cas-là, il n'y a pas l'atteinte motrice, parce que dans la Charcot-Marie-Tooth, vous avez l'atteinte sensitive et motrice. Et dans cette ataxie de Friedreich, il n'y a que l'atteinte sensitive. Toute atteinte sensitive exclusive sur l'électroneuromyogramme doit faire penser à une autre maladie, dont l'ataxie de Friedreich, qui a des problèmes cardiaques, donc c'est pour ça qu'il est important de la diagnostiquer. Toute atteinte sensitive exclusive, même avec un pied creux, doit faire évoquer d'autres maladies métaboliques. Il y a des maladies mitochondriales, etc. Donc, effectivement, vous avez ces maladies-là, vous avez des ataxies spinocérébelleuses, parfois dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, on a des réflexes vifs. Alors, on peut évoquer d'autres maladies comme les paraparésies spastiques. Il faut également se méfier de toutes les maladies évolutives, notamment des amyloses, etc. Donc, ce qui est important, lorsque surtout on n'a pas de diagnostic génétique, c'est de suivre les patients cliniquement et refaire un électromyogramme pour voir qu'il n'y a pas une évolutivité anormale qui ferait donc redresser le diagnostic et chercher autre chose, une autre maladie, soit acquise, soit une autre maladie héréditaire. Donc, je dirais les maladies acquises, en premier lieu, éliminons tout ce qui est acquis pour pouvoir traiter le patient, parce que le diabète, ça se traite, l'insuffisance rénale chronique, ça se prend en charge, et c'est d'autres maladies hématologiques qui donnent des hémopathies monoclonales, des
pathologies qui peuvent attaquer la gaine du myéline ou d'autres maladies. Donc effectivement, toutes ces maladies qui peuvent avoir un accès de traitement sont importantes à diagnostiquer. Parce que, voilà. Et dans un deuxième temps, nous avons les maladies héréditaires sur lesquelles il faut faire le tri. Et là, le tri de la maladie héréditaire, est-ce que c'est une maladie de Charcot-Marie-Tooth ou est-ce que c'est une autre maladie héréditaire, c'est vraiment le spécialiste qui le fait. Le spécialiste des maladies neuromusculaires, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc il faut faire le tri là-dessus et dire effectivement, nous sommes bien dans une maladie de Charcot-Marie-Tooth avec une atteinte sensitive et motrice. Voilà. Donc ça, c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Il y a des petites cousines à elle, donc qui sont très proches de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qu'on pourrait presque mettre dedans, qui sont ce qu'on appelle les neuropathies motrices héréditaires, où il n'y a pas d'atteinte sensitive, ni du point de vue de l'examen clinique, ni du point de vue de l'électroneurogramme, mais finalement, on pourrait les rapprocher de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, car effectivement, il y a un pied creux, il y a une faiblesse motrice, sauf qu'il n'y a pas d'atteinte sensitive. Et c'est essentiellement moteur, hein, donc voilà. Alors, dans ces formes-là, effectivement, l'examen clinique est très similaire, sauf qu'il n'y a pas d'atteinte sensitive. Et puis, il y a les neuropathies sensitives qui sont autre chose, qui, là, ont d'autres diagnostics génétiques qui seront donc visualisés par électromyogramme où il n'y a pas l'atteinte motrice, mais il y a plutôt l'atteinte sensitive qui prédomine. Et donc, c'est toutes ces maladies dont il faut faire le tri. Donc, le Charcot-Marie-Tooth, c'est ce qu'on appelle le HSMN en anglais, c'est des neuropathies sensitives et motrices héréditaires. Hein. Donc, héréditaire, ça veut dire que souvent, il y a un membre de la famille atteint, ou il y a une consanguinité, ou peut-être quelqu'un qui porte le gène défaillant, mais qui ne l'exprime pas, etc. Dire que c'est bien une maladie de Charcot-Marie-Tooth, déjà, parce qu'il peut y avoir des diagnostics erronés. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, le rôle du centre de référence, c'est effectivement d'apporter aux patients les dernières connaissances sur les maladies. Hein, donc, effectivement, est-ce qu'il y a peut-être un protocole thérapeutique? Est-ce qu'il y a une prise en charge particulière? De coordonner la prise en charge entre rééducation, psychologue, assistante sociale pour ces patients et de les inclure dans les protocoles, bien entendu, dès qu'ils sont disponibles. Et enfin, je dirais, le spécialiste de ces maladies neuromusculaires connaît bien les gènes des maladies, des maladies de Charcot-Marie-Tooth, connaît bien les gènes. Et donc là, c'est lui qui va essayer de coordonner aussi ces analyses génétiques et finalement permettre aux patients d'avoir un diagnostic génétique. Pourquoi un diagnostic génétique? D'une part, pour pouvoir être inclus par la suite dans des protocoles. Deuxièmement, pour pouvoir éventuellement, chez certains, proposer ce qu'on appelle un conseil génétique, c'est-à-dire savoir si la maladie est transmissible ou pas à la descendance, si elle est peut-être plus grave, etc. Enfin, au moins avoir une explication dessus. Sur certains symptômes aussi, parfois. Hein, donc, il y a certaines maladies qui donnent certains symptômes, mais on a l'explication en trouvant le gène. Donc, vraiment, il est au cœur de tous ces autres spécialistes, le spécialiste neuromusculaire. Il est vraiment au cœur de tout ça. Il va coordonner la génétique, la prise en charge globale, les protocoles thérapeutiques, et il va donc s'informer régulièrement sur ces maladies et leurs différentes disponibilités. Et c'est lui qui permet, puisque nous sommes dans un centre de référence de maladies neuromusculaires, qui permet de dire c'est une maladie de Charcot-Marie-Tooth, ce n'est pas une autre maladie héréditaire, ce n'est pas une myopathie qu'on appelle distale. Myopathie, c'est l'atteinte des muscles et pas des nerfs, parce qu'il y a aussi parfois une confusion là-dessus. Donc là, il pose le diagnostic réellement. À partir du moment où il a posé le diagnostic, il va coordonner la prise en charge et proposer dans un troisième temps, si cela est disponible, un protocole thérapeutique. Et éditer au final, quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, puisqu'on a tous participé, tous les spécialistes de France des centres de référence, et éditer un protocole national qu'on appelle le PNDS, qui permet de résumer toute la prise en charge de ces pathologies, toutes les présentations cliniques de ces maladies de Charcot-Marie-Tooth, tous les diagnostics différentiels et les adresses de tous les centres de référence qui prennent en charge ce type de pathologie. Donc ça, ce PNDS, hein, c'est un protocole national de soins, a été édité l'année dernière pour la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est très utile et très complet. Il est à destination des spécialistes, hein, neurologues, autres rééducateurs et autres spécialistes. Et il y a un petit aussi volet pour les médecins généralistes pour pouvoir reconnaître ces maladies et l'adresser au bon centre. Il faut comprendre que la douleur dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth peut avoir plusieurs origines. Principalement lorsqu'il y a une atteinte sensitivo-motrice, hein, et une atteinte de la sensibilité, des fibres de la sensibilité. Ces douleurs peuvent avoir une origine dite neuropathique. Ce sont les douleurs liées aux perturbations du système nerveux. Et dans ces douleurs neuropathiques qui ressemblent à des fourmillements, à des brûlures, et qui peuvent s'accompagner ensuite de phénomènes musculaires comme les crampes,
Dans ces douleurs neuropathiques, on va utiliser certaines stratégies, en particulier des médicaments. Et les médicaments qui sont efficaces dans ces douleurs neuropathiques sont plutôt des médicaments de la famille des antiépileptiques, qu'on n'utilise pas dans ce cas pour soigner une épilepsie, mais bien pour soigner les douleurs, qui ne sont pas efficaces tout de suite à l'introduction du médicament, mais qui nécessitent un peu de patience, parce qu'il faut augmenter progressivement les doses et avoir au moins quelques semaines de traitement avant d'avoir une véritable efficacité. Là aussi, qui ne sont pas utilisés pour la dépression dans ce cas-là, mais vraiment pour les douleurs neuropathiques, qui ont un peu plus d'effets secondaires. Ça, c'est pour les douleurs neuropathiques. Mais les patients peuvent présenter également d'autres douleurs qui sont d'origine beaucoup plus mécanique, car il y a des déformations orthopédiques possibles. Et puis, je le disais aussi, des contractures ou des crampes musculaires. Et dans ces cas-là, on va faire appel à d'autres stratégies, parfois des médicaments plus classiques, des médicaments antidouleurs de palier 1 ou palier 2. Mais la rééducation peut aussi avoir un effet bénéfique, en particulier sur les symptômes musculaires. Et si on se place maintenant au début de la maladie, lors de l'apparition des premiers symptômes, quelles recommandations proposer aux patients atteints d'une forme débutante de la maladie? Alors, la première recommandation, c'est de garder une activité, et de garder une activité physique. Effectivement, au début de la maladie, quand les symptômes sont encore minimes, alors ça peut concerner les enfants comme les adultes, un enjeu important dans cette maladie qui est lentement évolutive, c'est de prévenir d'éventuelles déformations et de prévenir la dégradation motrice et la dégradation fonctionnelle. Donc on est vraiment dans l'entretien des capacités, l'entretien également de l'état orthopédique et la prévention de l'aggravation. Il faut lutter par la rééducation quotidienne contre le risque de dégradation. Alors, je disais que l'activité physique ou le maintien d'une activité physique va être essentiel dans ces formes débutantes, parce qu'on sait maintenant que maintenir une activité musculaire régulière va être un élément vraiment positif pour le maintien des capacités et surtout n'entraîne pas de risque particulier au niveau neurologique ou neuromusculaire. C'est-à-dire qu'on a très peu de risques de lésions ou d'aggravation ou de douleur, dans la mesure où cette activité physique ou ces exercices vont être adaptés à la pathologie. Alors, il faut se représenter dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est une maladie du nerf et pour la motricité du nerf moteur. Il faut se représenter que dans cette maladie, qui n'est pas une maladie du muscle à la base, qui est une maladie du nerf, il va y avoir une raréfaction des nerfs moteurs et des unités motrices qui commandent les cellules musculaires. Et ceci est important à concevoir parce que le phénomène physiologique qui permet de garder une activité motrice, c'est un phénomène de compensation qui met en jeu un recrutement des fibres qui sont préservées, mais qui du coup vont être beaucoup plus sollicitées puisqu'elles sont plus rares. Et donc ce phénomène d'activité un peu en sur-régime pour ces activités motrices qui sont préservées va entraîner un risque de fatigabilité importante. Et c'est dans cette optique qu'il va être important de gérer les efforts pour ne pas dépasser un seuil de fatigue ou de fatigabilité musculaire qui pourrait entraîner également des crampes et des douleurs. C'est pour ça qu'au début, on est vigilant à l'intensité et à la durée des efforts qui vont être proposés. Grosso modo, il y aurait deux stratégies. Une stratégie qui consiste à faire un effort plutôt léger et assez continu, qui peut durer plusieurs minutes,
par exemple de l'entretien physique sur un vélo d'appartement, un cyclo-ergomètre ou un tapis roulant, mais toujours à la même intensité, et une intensité qui est modérée, bien supportée. Mais une autre stratégie, ça peut être aussi d'alterner des moments où on fait travailler les muscles un peu plus intensément, hein, avec des montées en puissance, mais de courte durée, toujours, pour ne pas dépasser le seuil de fatigue ou de douleur, et surtout en respectant des moments de récupération suffisamment longs, pour que la personne puisse récupérer, qu'il y ait suffisamment de temps de repos pour ne pas déclencher ces phénomènes de fatigue. On appelle ça un peu comme dans les rééducations des sportifs, l'intervalle training, où on alterne en fait des séquences avec des efforts plus intenses et des séquences de repos, de récupération. Et pour les formes plus avancées, professeur Tiffraud, que proposer lorsque l'atteinte est plus marquée? Alors, quand la maladie a évolué, d'une part, l'atteinte musculaire va être beaucoup plus prononcée, et une des conséquences de la maladie, avec la raréfaction des fibres nerveuses, c'est l'atrophie des muscles. Et ces muscles qui sont très atrophiés, et de façon prédominante au niveau des extrémités, au niveau des mains et des pieds, ces muscles très atrophiés ont beaucoup moins de capacité à fonctionner. On peut beaucoup moins facilement les travailler qu'au début de la maladie. Donc, on va moins insister sur le renforcement et l'activité musculaire des muscles les plus atteints. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans les phases avancées de la maladie, on voit aussi s'installer les déformations orthopédiques. C'est là que par des phénomènes de rétraction des muscles et des tendons, on voit apparaître des déformations des articulations. Les orteils vont être en griffe, le pied devient creux, il se déforme dans l'axe, le talon aussi va se déformer en varus. On a souvent un pied creux, varus, et ceci va entraîner aussi des modifications au niveau des appuis qui peuvent entraîner des douleurs et des difficultés de chaussage. Alors quand on est dans ces situations-là, l'enjeu au niveau des articulations les plus touchées, c'est bien sûr d'essayer de préserver au mieux ce qui reste à préserver, d'essayer d'assouplir au mieux ce qui est le plus raide, le plus rétracté. Et ça va être un travail de rééducation beaucoup plus orthopédique, de l'entretien avec des mobilisations très fréquentes de toutes les articulations, surtout les petites articulations, les orteils, le milieu du pied, la voûte plantaire, la cheville, le tendon d'Achille, etc. Donc ça, c'est un travail que le patient va faire avec son kinésithérapeute, mais qu'il peut aussi apprendre à faire lui-même, car c'est un entretien qui est vraiment quotidien. Malgré tout, si les extrémités peuvent être touchées et sévèrement touchées, la maladie va tout de même un peu plus préserver les muscles plus proximaux. Les muscles du tronc, du dos, les muscles abdominaux, et puis les muscles proximaux au niveau des hanches, au niveau des épaules. Et le potentiel d'amélioration, de renforcement, d'entretien, il va être préservé quand même sur les muscles qui sont moins atteints. Et donc, on pourra quand même faire un travail d'activité motrice, de renforcement musculaire sur ces muscles qui sont moins atrophiés, mais toujours en respectant les conditions que j'ai données avant, c'est-à-dire rester en dessous d'un seuil de fatigue ou de crampe musculaire. Et dans cette pathologie, quelle est la place de la kinésithérapie et de l'ergothérapie dans la prise en charge ? Alors, les thérapeutes de rééducation qui interviennent dans cette maladie, ils ont un rôle majeur, à la fois pour la prise en charge. Alors, pour le kinésithérapeute, qui va avoir un travail à la fois analytique et global sur les articulations, les tendons, mais aussi l'activité musculaire. Le kiné, il a plusieurs rôles pour moi. Il a un rôle thérapeutique important parce que c'est lui qui va
faire ce travail de mobilisation, d'entretien, de la souplesse. Il va avoir aussi un rôle de vigilance. Je m'appuie souvent sur les bilans du kinésithérapeute de proximité parce que c'est lui qui connaît le mieux le patient. Il le voit régulièrement, puis il le voit évoluer aussi. Donc il peut percevoir s'il y a une petite dégradation sur certains muscles, certains tendons. Il peut voir apparaître éventuellement une déformation ou s'aggraver une déformation. Donc il a un rôle de vigilance, un rôle de prévention aussi. Et c'est lui qui va guider le patient dans sa rééducation. Alors, je vous ai parlé de la rééducation musculaire, qui peut être une rééducation un peu spécifique sur certaines articulations, avec des exercices un peu particuliers, en particulier sur ce qui est des étirements, mais aussi beaucoup de conseils sur l'entretien physique. Et c'est pas forcément le kiné qui sera toujours avec le patient, mais il va lui donner des conseils sur comment mener son activité physique, quel type d'exercice guider le patient dans une forme d'auto-rééducation. Et la maladie de Charcot-Marie-Tooth est vraiment une maladie chronique qui se prête beaucoup à l'auto-rééducation parce que pour plusieurs raisons, il peut y avoir une certaine lassitude à faire de la kinésithérapie de façon un peu chronique, prolongée, ces exercices qui sont un peu toujours les mêmes, qu'il faut essayer de varier, il peut y avoir une lassitude à faire de la kiné de façon très régulière comme ça. Pourquoi pas alterner des périodes où la personne va faire elle-même ses exercices et puis quand même des périodes où elle va revoir son thérapeute qui pourra de nouveau la guider et puis aussi refaire des bilans et voir s'il y a des choses qui ont évolué. Donc le kinésithérapeute va avoir ce rôle-là. Il a un rôle aussi essentiel dans la rééducation fonctionnelle. La rééducation peut être fonctionnelle quand elle vise les capacités, et essentiellement les capacités de marche, et dans la maladie, c'est aussi les capacités d'équilibre. Effectivement, dans cette maladie, les muscles sont touchés, les articulations peuvent être déformées, donc ça peut être une source de perturbation de l'équilibre. Mais la sensibilité au niveau des membres, et en particulier des pieds, peut aussi être touchée, ce qui entraîne des difficultés de perception de l'équilibre et justifie une rééducation pour cela. Et donc, on propose aussi à nos patients qui sont en difficulté pour la marche, par exemple, sur un terrain qui est un peu accidenté ou en pente, ou alors lorsqu'ils marchent dans l'obscurité, ils n'ont pas les repères visuels pour se rattraper, et bien cette rééducation peut cibler vraiment l'équilibre. Ça va être faire des franchissements d'obstacles, travailler l'équilibre sur une jambe, travailler des exercices de marche un peu difficiles, marcher sur une ligne, marcher sur des supports différents, des supports plus ou moins stables, de la mousse ou alors des plateaux, des petits trampolines. Voilà, tout ce qui met en jeu les capacités d'équilibre va être utilisé par le kinésithérapeute pour travailler. Et puis, il y a l'entretien physique global dont j'ai déjà parlé. Alors, pour l'ergothérapeute, les enjeux peuvent être un peu différents. L'ergothérapeute, c'est vraiment le professionnel qui est ciblé sur l'autonomie au quotidien. L'objectif de l'ergothérapeute, c'est que la personne conserve ou retrouve sa fonctionnalité dans une autonomie qui lui permet de fonctionner, si possible, sans l'aide d'une autre personne. Alors, ça peut paraître, pour une maladie qui touche beaucoup les pieds, quelque chose qui n'est pas forcément essentiel. Or, la maladie, si elle touche les pieds et la marche, elle touche aussi très souvent les mains. Et les muscles qui sont touchés au niveau des mains sont principalement les petits muscles intrinsèques. On les appelle comme ça parce qu'ils sont situés vraiment dans la main, au niveau des articulations, entre les doigts et la main, par exemple. Ces muscles sont essentiels pour certaines fonctions d'utilisation de la main, notamment pour l'appréhension, c'est-à-dire saisir des objets, contrôler la force pour serrer un objet, avoir des mouvements
précis, des mouvements fins. Et la main a énormément de fonctions de préhension différentes. On utilise énormément le pouce dans nos activités manuelles pour saisir un stylo, par exemple, ou défaire un bouton d'une chemise, ouvrir une fermeture éclair, faire ses lacets. Or, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les muscles de la main sont touchés, et en particulier les petits muscles à la base du pouce. On parle en particulier les petits muscles à la base du pouce. On parle des muscles de l'éminence ténare. Et lorsque ces muscles sont touchés, l'utilisation du pouce et la stabilité du pouce est beaucoup plus difficile. Et c'est dans les atteintes les plus sévères au niveau de la main que les personnes vont être beaucoup plus handicapées pour l'utilisation de la main. C'est là que l'ergothérapeute peut aussi donner des outils, des conseils, des recommandations pour utiliser des aides techniques ou des conseils pour aménager la façon de saisir les objets, trouver des stratégies. Trouver des stratégies d'adaptation, par exemple grossir le calibre d'un stylo permet d'être plus efficace pour la saisie et le maintien dans la main, pour une main qui est atrophiée par exemple. Mais il peut travailler aussi toutes les fonctions que la personne souhaite améliorer, et ça peut être l'utilisation du téléphone portable, du clavier informatique, de la souris, avec à la fois un travail de rééducation pour améliorer les performances, mais aussi de réadaptation pour proposer des petits outils adaptés à une meilleure fonctionnalité. C'est très clair. Et pour conclure, professeur Tiffraud, quelle est l'importance des centres experts dans la prise en charge et le suivi des patients ? Alors, la particularité des centres de référence ou des centres de compétences, c'est que comme ces centres sont dédiés à ces maladies rares, forcément les professionnels qui y travaillent vont avoir à soigner beaucoup plus de patients qu'un thérapeute de proximité. Ce qui permet finalement de développer une forme d'expertise dans la prise en charge. Effectivement, quand on voit beaucoup de patients, on développe une expertise, on voit beaucoup plus souvent les mêmes problématiques dont je viens de parler, ces déformations au niveau des pieds, ces difficultés au niveau des mains. Cette expertise, elle peut être utile dans le suivi pour les patients, et elle peut être surtout très utile dans le relais et le transfert de compétences qu'on peut exercer auprès des professionnels de proximité. En fait, un des intérêts des centres de compétences est de pouvoir être présent en appui pour les thérapeutes, parce que bien sûr, tous les kinésithérapeutes, tous les médecins de proximité ne peuvent pas être experts de toutes les maladies rares. Ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable non plus. Mais par contre, quand on est kinésithérapeute dans son cabinet et qu'on n'a pas vu souvent une maladie de Charcot-Marie-Tooth, le kinésithérapeute peut s'appuyer sur le centre de référence. Il a éventuellement un collègue kinésithérapeute du centre de référence qui peut solliciter pour lui demander conseil, pour lui demander quelles sont les bonnes stratégies en fonction de ce qu'il a observé, quel type d'exercice, quelle intensité, quelle fréquence, etc. Et pareil pour l'ergothérapeute, s'il y a un ergothérapeute de proximité. Donc le centre de référence va avoir ce rôle d'expertise en appui pour les thérapeutes de proximité. Et dans le cas de la prise en charge, les professionnels du centre de référence peuvent donner des conseils, des formes de guides de rééducation. Alors par exemple, moi j'utilise de plus en plus une fiche ou un dossier d'auto-rééducation qui a été développé à la PHP à Paris en partenariat avec l'association CMT France. Ce document est très bien conçu, il est dédié à la maladie de Charcot-Marie-Tooth, avec beaucoup d'exemples d'exercices, à la fois pour les pieds, pour les mains et tout le corps, en fonction de la sévérité, avec beaucoup de détails, beaucoup d'images. Et ce document peut être envoyé au thérapeute, il peut même être utilisé directement par les patients. Ça nécessite une certaine guidance, il faut quand même
expliquer au patient quel type d'exercices sont bien pour lui plutôt qu'un autre. Et ça permet de responsabiliser le patient sur sa propre prise en charge. Souvent, les patients sont eux-mêmes assez experts de leur pathologie vis-à-vis des professionnels qui les prennent en charge. Donc, ça permet de moduler l'échange entre les thérapeutes et les patients. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que le centre de référence a son expertise, il appuie la prise en charge de proximité. Et puis c'est aussi une structure où le patient qui a une maladie rare sait qu'il va faire appel, il va être vu par des professionnels qui ont vu d'autres patients. Pour moi, ce qui est utile, c'est ayant des connaissances un peu plus approfondies dans ces maladies rares, mais ayant aussi un peu d'expérience, en ayant vu d'autres patients, je peux resituer les problématiques des patients par rapport à d'autres que j'aurais déjà vus. Et m'appuyer sur ça pour expliquer voilà, ce qui me paraît important, ce que j'ai déjà pu rencontrer ailleurs, qui est bien supporté, utile, pas utile, etc. Alors, je vais d'abord vous dire pourquoi cette maladie s'appelle la maladie Charcot-Marie-Tooth. C'est deux neurologues français, donc c'est le docteur Charcot et son élève le docteur Marie, qui en 1886 ont fait la première description d'un phénotype de patient qui avait une atrophie musculaire péronière progressive. Et la même année, en Angleterre, il y a un docteur, le docteur Tooth, qui a fait la même description. Du coup, elle a été nommée la maladie Charcot-Marie-Tooth. Alors en fait, la maladie Charcot-Marie-Tooth, maintenant à l'heure actuelle, c'est un nom qui va regrouper toutes les neuropathies périphériques héréditaires, qu'elles soient sensitives et motrices, ou sensitives pures, ou motrices pures. C'est un terme qui a vraiment été élargi. Mais comme on le verra après, la maladie Charcot-Marie-Tooth, c'est une neuropathie périphérique héréditaire, sensitive et motrice, dans sa forme la plus courante. Alors, si vous voulez, je vous parle des symptômes de la maladie. Bien sûr. C'est une neuropathie qui est périphérique, comme je vous l'ai dit, qui est longueur dépendante. C'est-à-dire que plus les nerfs sont longs, plus elle va atteindre ses nerfs en premier. Donc, du coup, forcément, elle va toucher les pieds en premier. On parle de neuropathie périphérique héréditaire distale. Donc, avec une atteinte des pieds en premier, au niveau du déficit moteur, on notera donc une fatigabilité importante à la marche, des crampes, des douleurs neuropathiques. C'est des patients qui vont avoir une histoire de chute fréquente, d'entorse à répétition dans l'enfance, des patients qui vont être mauvais en sport, étiquetés mauvais à l'école, quoi. Et en fait, au niveau de leur phénotype, on va avoir un aspect on parle de mollet en coque, parce qu'on a vraiment cette atrophie musculaire qui commence en distalité et qui remonte progressivement au niveau des jambes. On peut avoir une atteinte des membres supérieurs, mais qui n'est pas toujours présente. Et pareil, là, ça va commencer en distalité, donc avec une atteinte des mains. Et dans les formes plus sévères, au niveau des mains et des pieds, on peut avoir des rétractions des tendons qui font qu'au niveau des pieds, on va avoir la formation de déformations osseuses secondaires avec la formation de pieds creux et des orteils en marteau qui vont parfois nécessiter le port de chaussures orthopédiques et dans les cas les plus sévères de la chirurgie orthopédique. Au niveau des mains, surtout pour les formes jeunes, chez les enfants, en fait, la rétraction des tendons va leur empêcher donc la préhension des stylos, la prise de stylos, et donc pour la scolarité, ça entraîne des difficultés. Donc ça, c'était vraiment l'atteinte au niveau des nerfs moteurs. Au niveau des nerfs sensitifs, donc dans les formes mixtes, on a vraiment une atteinte des nerfs moteurs et des nerfs sensitifs. Au niveau des nerfs sensitifs, donc pareil, on va avoir une atteinte en distalité. On appelle ça en gants et en chaussettes, puisque ça touche toujours donc les mains et les pieds. Et on va avoir une diminution de la sensibilité. En fait, ces personnes, on parle d'hypopalesthésie, d'une diminution de la sensibilité donc au niveau des mains et des pieds, qui peut entraîner donc c'est des patients qui vont parfois avoir des ulcérations dans les formes les plus sévères au niveau des pieds, des maux perforants plantaires qui vont avoir des problèmes de cicatrisation également. Sinon, on a un des autres signes qui est commun à ce phénotype classique, c'est l'aréflexie tendineuse. Et cette aréflexie tendineuse, elle apparaît donc toujours en distalité, donc elle va toucher d'abord les achilléens et puis elle va remonter progressivement au niveau des rotuliens. Ça, c'est un phénotype classique et on peut avoir soit une atteinte prépondérante au niveau moteur, soit au niveau sensitif et décrire différentes formes dont la sévérité peut être très variable, donc avec des formes qui apparaissent dès l'enfance et des formes qui apparaissent chez l'adulte. Et en termes de fréquence et de population touchée, qu'en est-il ?
Alors la fréquence, en fait, elle a été évaluée il y a longtemps. Hein, si on prend tous comme référence un article qui est paru en 1972 ou 14, je ne sais plus exactement, et qui dit que c'est une personne sur 2500. Alors là, à l'heure actuelle, on essaye de vraiment remettre à jour cette étude épidémiologique, en fait, parce que ça fera à peu près 30 000 personnes en France. On pense qu'il y en a un peu plus. Du coup, justement, on essaye de remettre à jour ces chiffres. En ce qui concerne les populations touchées, en fait, ça touche toutes les populations, parce que dans cette maladie, en fait, on a toutes les formes de transmission génétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des formes de transmission autosomique dominante, récessive ou liée à l'X. Donc, ça peut toucher des populations consanguines comme des populations non consanguines. Et il y a beaucoup de formes aussi qu'on appelle de novo, donc avec une néomutation, une mutation qui est survenue donc sur une génération en particulier. Et maintenant, si on revient un petit peu à la clinique, quels sont les principaux signes d'alerte qui doivent faire évoquer une maladie de Charcot-Marie-Tooth? Les patients, en fait, lorsqu'ils se plaignent donc surtout d'une gêne à la marche, avec un accrochage des pieds, des troubles de l'équilibre, et aussi la présence de ces pieds creux qui peuvent être très invalidants, qui peuvent nécessiter, je vous l'ai dit, des ports de chaussures orthopédiques ou de la chirurgie, et donc ils vont consulter un neurologue pour ces problèmes de marche essentiellement. Exploration moléculaire effectuée pour confirmer le diagnostic. Alors en fait, donc avec la filière Finemus, tous les laboratoires qui font ce diagnostic en France, on a 6 laboratoires, on se regroupe, on essaye d'harmoniser nos pratiques et donc on a mis en place une stratégie de diagnostic moléculaire. En premier lieu, on recherche en fait le défaut qui est le plus fréquent, le défaut moléculaire qui est une duplication du gène PMP22 et qui est responsable d'à peu près 60% de toutes les formes de la maladie Charcot-Marie-Tooth. Et donc, c'est un premier screening qui se fait donc, de façon en routine. Et par contre, lorsque on ne trouve pas ce défaut moléculaire, et ben là, en fait, on fait une analyse de séquençage haut débit. Et cette analyse de séquençage haut débit, on s'est mis d'accord sur une liste de gènes. Alors, bon, il y a plus de 100 gènes actuellement qui peuvent entraîner ce phénotype, plus de mutations de 100 gènes. Donc, en fait, on fait des analyses NGS sur une analyse, on a l'analyse de 100 gènes d'un seul coup et on peut rendre le diagnostic moléculaire. Alors la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est une maladie génétique, vous l'avez dit. Quelle est la place du diagnostic génétique auprès des patients et de leur famille? Alors moi, je trouve que c'est une place très importante parce que quand on a son diagnostic moléculaire, et ben forcément on a le nom de sa maladie. On appartient donc à un groupe de patients et vous le savez déjà, donc il y a une association en France qui est très bien représentée, qui est l'association CMT France, et ça permet donc d'avoir une aide au quotidien, mais aussi d'être acteur un petit peu de sa maladie et d'éviter donc l'errance diagnostique qui pousse les patients lorsqu'ils n'ont pas de diagnostic moléculaire établi à essayer de trouver la cause de leur maladie. Ensuite aussi, ça nous permet de voir un mode de transmission de la maladie, puisqu'on connaît beaucoup de mutations dans les différents gènes. Donc, je vous ai dit qu'il y en avait plus de 100, mais il y a des gènes qui sont responsables de formes de transmission autosomique dominante, d'autres récessives, d'autres liées à l'X, et donc ça nous permet de donner un conseil génétique. Et donc ça, c'est quand même très important au sein des familles, et surtout chez les patients qui veulent des enfants. Ça permet, dans des cas en fait compliqués, de pouvoir proposer le diagnostic prénatal, dans certains cas. Et aussi, en fait, ça permet de constituer des groupes de patients avec le même défaut moléculaire. Ces patients-là, ils peuvent ensuite être sélectionnés pour des essais thérapeutiques. Il y a plusieurs essais thérapeutiques en cours et ça, c'est un réel espoir dans les maladies génétiques à l'heure actuelle. الوراثي في الأعصاب الحسية والحركية هو مرض يصيب الأطراف، هو مرض وراثي يصيب الأعصاب الموجودة في الأطراف أي اليدين والقدمين والأعصاب المحيطة بها، مما يؤدي إلى صغر وضعف واضمحلال العضلات الموجودة في هذه الأطراف، مؤديا بذلك إلى تراجع قدرة هذه الأجزاء على القيام بوظائفها الطبيعية. يعود سبب الإصابة بهذا المرض إلى طفرة جينية على كروموسوم رقم 17 في معظم الأحيان، التي تسهم في بناء البروتينات المسؤولة عن نمو الأعصاب، مسببا بذلك تشوها في العصب إما بمحوره أو بالغشاء المحيط به. أعراض مرض شاركو-ماري-توث. بما أن مرض شاركو-ماري-توث يصيب الأعصاب الطرفية
بأن معظم الأعراض تظهر حصريا على هذه المناطق، وتظهر أعراض هذا المرض بين عمر 5 إلى 15 سنة بشكل تدريجي، حيث تبدأ الأعراض بالظهور على القدمين والساقين، ويمتد الأمر فيما بعد لليدين، ويزداد الأمر سوءا مع منتصف العمر، جاعلا النشاط اليومي يزداد صعوبة مع الأيام في معظم الأحيان، لا تصل سوء الحالة إلى استخدام الكرسي المتحرك. وإلى حضراتكم أهم أعراض هذا المرض: ضعف في الساقين والكاحلين والقدمين، فقدان الكتلة العضلية في الأطراف، صعوبة المشي والتعثر والسقوط باستمرار، انخفاض القدرة على الجري مع الوقت، أصبع القدم المعكوف أي أصبع القدم المطرقية، تبسط شديد في القدم أو تقوس شديد فيها، قلة الإحساس أو فقدانه في اليدين والقدمين، الإحساس بالخضران والتنميل بالأطراف، تراجع قدرة اليدين كإيجاد صعوبة في الكتابة وإغلاق الأزرار واستخدام مقبض الباب، الإحساس بألم جراء تلف الأعصاب. وفي حالات نادرة أو متقدمة قد تظهر على المريض الأعراض التالية: 1. صعوبة في التنفس في حال تأثر العضلات حول الصدر بالمرض. 2. فقدان البصر. 3. تراجع السمع تدريجيا حتى فقدانه. علاج مرض شاركوماري توث: لا يوجد علاج وحل جذري لهذا المرض، إنما هناك العديد من الطرق التي تسهم في تأخير تقدم المرض والتعايش معه، وهذه الطرق هي: العلاج الطبيعي. يسهم العلاج الطبيعي على تقوية العضلات وبسطها للوقاية من خسارة الكتلة العضلية والضمور العضلي، وذلك تبعا للإرشادات التي يقدمها أخصائي العلاج الطبيعي وتمارين الرياضية الخفيفة وتمارين الإطالة. أجهزة تقويم العظم: يحتاج الكثير من المصابين بمرض شاركوماري توث لأجهزة تقويم العظم للوقاية من الإصابات والحفاظ على الحركة اليومية، ومن الأمثلة على هذه الأجهزة الآتي: 1. الدعامات والجبائر للكاحل والقدم. 2. الأحذية المغلقة ذات الرقبة الكاملة. 3. الأحذية المحشوة خصيصا للمريض. 4. جبيرة الإبهام. الجراحة: يلجأ للجراحة في بعض الأحيان لتقويم التشوه الحاصل في القدم، وذلك لتخفيف الألم وتحسين القدرة على المشي، إلا أنها لا تحفز الإحساس المفقود أو تعيده. ومن هذه الحالات: 1. تقوس القدم. 2. القدم المسطحة. 3. قصر العضلات وانقباضها. الأدوية: تصرف بعض المسكنات القوية لتخفيف آلام المصاحبة لهذا المرض في بعض الحالات جراء فقدان التوصيل العصبي والاعتلال العصبي أو الاعتلالات العصبية. التعايش مع مرض شاركوماري توث: يستطيع المريض التعايش مع هذا المرض إذ يجد العلماء أن عمر المرض لا يتأثر بإصابته لهذا المرض. ومن طرق التعايش مع هذا المرض: 1. ممارسة الرياضة. تسهم الرياضة كالسباحة والمشي على تقوية العضلات، كما تسهم تمارين الإطالة على زيادة مرونة الجسم وتقليل فرص الإصابة ومنع تشوه المفاصل. 2. استخدام الأدوات المساندة. يحتاج بعض المرضى إلى استخدام العكازات أو المشاية والإضاءة العالية منعا للسقوط. 3. العناية بالقدم. يجب العناية بالقدم بشكل مستمر منعا لحدوث مضاعفات، وتكون العناية بالمحاور التالية: فحص القدم باستمرار بحثا عن أي تغيرات أو قرح جديدة، وذلك لعلاجها فورا. قص والعناية بالأظافر بشكل دوري وبشكل صحيح يتناسب بشكل القدم منعا للجروح والعدوى الفطرية. لبس الأحذية المفصلة خصيصا للمريض وفقا للقدم وشكله